En arrivant à Soup, c'était le nom du village où l'écrivain avait vécu ces derniers jours, ils se firent, à peu près au même instant, la réflexion que rien n'avait changé. Rien n'avait d'ailleurs aucune raison de changer. Le village demeurait figé dans sa perfection rurale à destination touristique. Il demeurerait ainsi dans les siècles des siècles, avec l'adjonction discrète de quelques éléments de confort de vie, tels que les bornes Internet et les parkings. Mais il ne pourrait demeurer tel que si une espèce intelligente était là pour l'entretenir, pour le protéger de l'agression des éléments, de la voracité destructrice des plantes. Le village était également toujours aussi désert, paisiblement et comme structurellement désert. C'était exactement ainsi que se présenterait le monde, se dit Jed, après l'explosion d'une bombe à neutrons intergalactique. Les aliens pourraient pénétrer dans les rues tranquilles et restaurées de la bourgade et se réjouir de sa beauté mesurée. S'il s'agissait d'aliens dotés d'une sensibilité esthétique, même rudimentaire, ils comprendraient rapidement la nécessité d'un entretien et procéderaient aux restaurations nécessaires. C'était une hypothèse à la fois rassurante et vraisemblable. Jocelyn gara doucement sa Mercedes devant la longère. Jed sortit et, saisi par le froid, se remémora soudain sa première visite, le chien qui bondissait et gambadait pour l'accueillir. Il imagina la tête du chien décapité, la tête de son maître décapité également, prit conscience de l'horreur du crime, et pendant quelques instants il regretta d'être venu. Mais il se reprit, il avait envie d'être utile. Toute sa vie, il avait eu envie d'être utile et depuis qu'il était riche, l'envie était devenue encore plus forte. Là, il avait l'occasion d'être utile à quelque chose. C'était indéniable. Il pouvait aider à la capture et à l'élimination d'un tueur. Il pouvait également aider ce vieux policier découragé et morose qui se tenait à présent à ses côtés, l'air un peu inquiet, alors qu'il demeurait dans la lumière hivernale, immobile, essayant de contrôler sa respiration. Ils avaient remarquablement bien travaillé pour nettoyer la scène de crime, se dit Jocelyn en pénétrant dans le living room, et il imagina les collègues ramassant un à un les fragments de chair éparpillés. Il n'y avait même plus de traces de sang sur la moquette, juste ça et là quelques taches claires et usées. À part ça, la maison n'avait pas changé du tout, elle non plus. Il reconnaissait parfaitement la disposition des meubles. Il s'assit sur un sofa, s'astreignant à ne pas regarder Jed. Il fallait laisser tranquille le témoin, il fallait respecter sa spontanéité, ne pas faire barrage aux émotions, aux intuitions qui pouvaient lui venir. Il fallait se mettre entièrement à son service pour qu'il se mette à son tour au vôtre. De fait, Jed était parti en direction d'une chambre, il s'apprêtait à visiter toute la maison. Jocelyn regretta de ne pas avoir pris Ferber avec lui. Il avait une sensibilité, c'était un policier avec une sensibilité, il aurait su s'y prendre avec un artiste, alors que lui n'était qu'un policier ordinaire, âgé, passionnément attaché à sa femme vieillissante et à son petit chien impuissant. Jed continuait à aller et venir entre les pièces, revenant régulièrement dans le living room, se plongeant dans la contemplation de la bibliothèque, dont le contenu l'étonnait et l'impressionnait encore plus que lors de sa première visite. Puis il s'arrêta devant Jocelyn, qui eut une espèce de sursaut, se leva d'un bond. L'attitude de Jed n'avait pourtant rien d'inquiétant. Il se tenait debout, les mains croisées derrière le dos, comme un écolier qui s'apprête à réciter sa leçon. « Mon tableau manque, dit-il finalement. « Votre tableau? Quel tableau? » demanda fiévreusement Jocelyn, tout en ayant conscience qu'il aurait dû savoir, qu'il aurait normalement dû savoir, qu'il n'était plus tout à fait en possession de ses moyens. Il était parcouru de frissons. Peut-être couvait-il une grippe, au pire. Le tableau que j'avais fait de lui, que je lui avais offert, il n'est plus là. Jocelyn mit du temps à analyser l'information. Les rouages de son cerveau tournaient au ralenti, et il se sentait de plus en plus mal. Il était fatigué à mourir. Cette affaire le fatiguait au dernier degré, et il lui fallut un temps incroyable pour poser la question essentielle. La seule qui vaille. Ça valait de l'argent? Oui, pas mal, répondit Jed. Combien? Jed réfléchit quelques secondes avant de répondre. En ce moment,
Ma cote augmente un peu, pas très vite. À mon avis, 900 000 euros. Quoi? Vous avez dit quoi? Il avait presque hurlé. 900 000 euros. Jocelyn se rabattit dans le sofa et demeura immobile, prostré, marmonnant de temps à autre des paroles incompréhensibles. Je vous ai aidé? Demanda Jed hésitant. L'affaire est résolue. Sa voix trahissait un découragement, une tristesse affreuse. Il y a déjà eu des meurtres pour 50 000, 10 000, parfois pour 1 000 euros. Alors, 900 000 euros? Ils repartirent vers Paris peu de temps après. Jocelyn demanda à Jed s'il pouvait conduire. Il ne se sentait pas très bien. Ils s'arrêtèrent dans le même relais autoroutier qu'à l'aller. Sans raison apparente, une bande blanche et rouge isolait plusieurs tables. Peut-être le commercial obèse de tout à l'heure avait-il succombé à une crise cardiaque, au bout du compte. Jed reprit un café. Jocelyn voulait de l'alcool, mais il n'en vendait pas. Il finit par découvrir une bouteille de vin rouge au magasin de la station-service, dans la zone des produits régionaux. Mais il n'avait pas de tire-bouchon. Il se dirigea vers les toilettes, s'enferma dans une cabine. D'un coup sec, il brisa le goulot de la bouteille sur le rebord des WC, puis il revint vers la cafétéria. Sa bouteille brisée à la main, un peu de vin avait rejailli sur sa chemise. Tout cela avait pris du temps. Jed s'était levé, rêvassait devant les salades composées. Il opta finalement pour un duo cheddar dinde et un Sprite. Jocelyn s'était servi un premier verre qu'il avait avalé d'un trait. Un peu ragaillardi, il finissait plus doucement son deuxième. « Vous me donnez faim, » dit-il. Il partit s'acheter un wrap saveur de Provence, se servit un troisième verre de vin. Au même instant, un groupe de préadolescents espagnols sortis d'un autre car pénétrèrent dans la cafétéria en parlant très fort. Les filles étaient surexcitées, poussaient des hurlements, leur taux d'hormones devait être incroyablement élevé. Le groupe était probablement en voyage scolaire, il devait avoir visité le musée du Louvre, Beaubourg, ce genre de choses. Jocelyn frissonna en songeant qu'il pourrait, à l'heure actuelle, être le père d'un préadolescent similaire. « Vous dites que l'affaire est résolue, » fit remarquer Jed, « mais vous n'avez pas retrouvé le meurtrier. » Il lui expliqua alors que le vol d'objets d'art était un domaine très spécifique qui était pris en charge par un organisme spécialisé, l'Office central de lutte contre le trafic d'objets d'art et de biens culturels. Bien entendu, il resterait chargé de l'enquête. Il s'agissait quand même d'un meurtre, mais c'était de l'Office à présent qu'il fallait attendre des avancées significatives. Très peu de gens savaient retrouver les œuvres quand elles appartenaient à un collectionneur privé. Et moins encore avaient les moyens de s'offrir un tableau à 1 million d'euros. Cela concernait peut-être 10 000 personnes à l'échelle mondiale. Je suppose que vous pouvez donner une description précise du tableau. Évidemment, j'ai toutes les photos que vous voulez. Son tableau allait immédiatement être répertorié dans le tréma, le fichier des objets d'art volés, dont la consultation était obligatoire pour toute transaction dépassant 50 000 euros. Et les sanctions en cas de non-respect de cette obligation étaient lourdes, précisa-t-il. La revente des objets d'art volés était devenue de plus en plus difficile. Déguiser ce vol en crime rituel avait été une idée ingénieuse d'ailleurs, et sans l'intervention de Jed, il serait encore en train de pétiner. Mais maintenant, les choses allaient prendre une autre tournure. Tôt ou tard, le tableau allait réapparaître sur le marché, et il n'aurait aucun mal à remonter la filière. Pourtant, vous n'avez pas l'air tellement satisfait, remarqua Jed. C'est vrai, convint Jocelyn en finissant la bouteille. Au départ, cette affaire se présentait sous un jour particulièrement atroce, mais original. On pouvait s'imaginer avoir affaire à un crime passionnel, à une crise de folie religieuse, différentes choses. Il était assez déprimant de retomber en fin de compte sur la motivation criminelle la plus répandue, la plus universelle, l'argent. Il allait avoir l'an prochain 30 ans de carrière dans la police. Combien de fois dans sa carrière avait-il eu affaire à un crime qui n'était pas motivé par l'argent? Il pouvait les compter sur les doigts d'une main. Dans un sens, c'était rassurant. Cela prouvait que le mal absolu était rare chez l'être humain. Mais ce soir, sans savoir pourquoi, il trouvait cela singulièrement triste.